Bonjour à toutes et tous pour cette conférence AFEST et Inclusion qui a été organisée par Catalio. Catalio, Laboratoire d'innovation en formation, donc un projet PRIC soutenu par l'État et la région et porté par l'ARACT Hauts-de-France, agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail qui s'occupe aussi beaucoup de formation. Voilà, Catalio, c'est un laboratoire qui a pour mission d'accompagner les OF, les entreprises, dans le renouvellement de leurs réponses formatives. Alors que vous soyez OF, entreprise, mais aussi tête de réseau, acteur local de l'emploi et de la formation, organisation professionnelle. En fait, tout le monde peut s'adresser à Catalio dans le cas de projets collectifs ou dans le cas de projets individuels d'une seule structure. Notre boulot, c'est quoi? C'est de vous aider par l'émergence et l'ingénierie de nouveaux projets, donc à expérimenter, tirer des enseignements et puis les diffuser. Donc notre boulot, c'est de construire avec vous des projets expérimentables sur l'ensemble des dimensions, essayer d'anticiper pour que cette expérimentation puisse un jour devenir un mode de former posé et durable. Dans ce cadre-là, nous avons travaillé avec l'UNEA, avec la Fabrique de l'Emploi. Donc voilà, par exemple, l'UNEA nous a contactés il y a quelques années. Il nous a dit, bon, Catalio, vous parlez d'AFEST. L'AFEST et l'UNEA et les EA, les entreprises adaptées, et les entreprises adaptées, il y a un intérêt réel. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc on vous expliquera ce qu'on a fait avec ces partenaires. Parce que l'AFEST, c'est un des axes de travail effectivement important de Catalio. Depuis le décret de 2018, je pense que tout le monde connaît ce décret, tout le monde a une idée de l'AFEST aujourd'hui, ou il y a des personnes pour qui il faut aller plus précisément sur les... Bon, on verra. Si vous avez des questions, de toute façon, vous me le demandez et je vous répondrai. Bon, en tout cas, ce qui est important, c'est que 2018, ça a permis la reconnaissance de la modalité pédagogique au même titre que la FOAD. Et pour autant, l'appui sur le travail comme matériau pédagogique, ça génère beaucoup de transformations, voire de déstabilisation, tant ça décale les pratiques de formation, les compétences à mobiliser, le modèle économique pour les OF, mais aussi pour les entreprises. Donc voilà, ce n'est pas un objet dont on s'approprie la pratique assez rapidement, et on va vous l'expliquer aujourd'hui. Pourtant, les effets sont très positifs pour les apprenants, bien sûr, et on le verra pour les apprenants de l'insertion. C'est particulièrement intéressant, mais aussi potentiellement pour les collectifs de travail et les organisations. Les entreprises tirent des bénéfices au-delà du développement de compétences individuelles. C'est ce qu'on a montré dans l'étude sur les différents chemins d'implémentation de l'AFEST, étude que vous retrouvez ici pour ceux que ça intéresse, qui est une analyse monographique réalisée avec 8 entreprises de la région, et qui permet de repérer effectivement les différentes façons de s'y prendre et la question des effets, des bénéfices de ce type de démarche. Alors pour les publics de l'insertion, puisque c'est le sujet du jour, dont le cumul de difficultés de nature variée contient aussi la question de l'appétence, de la faible appétence pour la formation. Ils sont peu demandeurs en règle générale des formats classiques, descendants, inspirés du modèle scolaire. Aussi parfois peu conscients des compétences qu'ils ont développées, un sentiment de ne pas avoir de compétences, et puis parfois aussi une méconnaissance des environnements de travail sur leur territoire où les possibilités d'emploi existent. Donc l'accès au travail devient pour eux un facteur de développement de l'engagement en formation, l'engagement dans l'insertion. Et pour les structures de l'insertion, c'est l'opportunité de passer de la formation au milieu de travail, puisque le travail comme modalité d'insertion, c'est l'ADN des SIAE en règle générale, des EA aussi, mais
de passer donc de la formation en milieu de travail à une formation en situation de travail, avec comme gain une optimisation de la démarche pédagogique, une formalisation aussi qui alimente la gestion des emplois, des compétences, qui permet aussi d'accompagner la logique de parcours professionnel en vue d'un retour vers le milieu ordinaire pour un certain nombre de candidats. Il y a quand même une injonction importante sur l'insertion étape vers le milieu ordinaire. La FES devient un levier d'action pour agir sur ces parcours. Et puis, surtout pour ces publics, la FEST place au centre l'apprenant, qui est acteur de son développement de compétences, mais aussi plus largement de son identité professionnelle. Donc voilà, c'est cette caractéristique-là de cette modalité et plus largement cette démarche qui place vraiment l'apprenant au cœur. C'est lui qui est acteur de son développement. Alors le décret de 2018, je vais y aller rapidement. Pour moi, le cadre, il me paraît peu contraignant. Il y a 4 éléments. Le premier élément, c'est l'analyse de l'activité, donc analyser le travail tel qu'il se réalise dans l'entreprise, qui est important, puisqu'on aurait pu penser déclencher des AFEST à partir de fiches de poste ou de référentiels formation. Non, là, il y a une nécessité de se dire, pour comprendre quelles compétences on peut développer dans les situations de travail, au regard des besoins de la structure, il faut bien comprendre comment l'activité se réalise. La mobilisation du collectif, vous verrez, est ici importante, pas forcément une intervention experte d'un externe de l'entreprise qui viendrait faire l'analyse. Là, il y a une vraie plus-value à le faire en interne, même avec un accompagnement, bien sûr. La mise en situation aménagée pour la rendre pédagogique, donc on met l'apprenant dans une situation qu'on a aménagée, c'est-à-dire on a réduit des exigences de production par exemple, on donne plus de temps, on peut retirer ou se fixer sur une partie de l'activité au regard du positionnement de l'apprenant, c'est-à-dire voilà, ce qu'il est capable de faire à ce moment précis. La réflexivité, la séquence réflexive, alors c'est un vrai sujet passionnant, donc qui consiste à questionner l'apprenant sur la façon dont il a réalisé son activité. Et donc là, on a quelque chose qui est plus important, entre guillemets, parce que ça représente un changement de posture. Pour un tuteur ou un formateur d'entreprise, ne poser que des questions et retarder le maximum la transmission, c'est quelque chose d'assez difficile et il y aura des témoignages, vous verrez, sur ce sujet-là. Le renversement de posture, c'est quelque chose qui touche à la pratique, à l'identité professionnelle aussi des tuteurs ou formateurs d'entreprise. Donc on l'incite à expliciter ses raisonnements, expliciter les buts, les mobiles, comprendre la situation au-delà du geste professionnel, mais comment elle s'inscrit dans un service, comment les enjeux de performance, de satisfaction client, de qualité, voilà, c'est ça ce qu'on peut faire avec cette séquence, c'est véritablement faciliter l'intégration et sur l'ensemble des dimensions de la situation de travail de l'apprenant. Donc on n'est pas dans du descendant, on est dans autre chose, une relation plus horizontale et qui n'est pas si simple à mettre en œuvre, mais qui est extrêmement productive et notamment dans une logique d'intégration. Voilà, pourtant, ça nécessite des conditions concrètes qui sont assez exigeantes pour la mise en place de la FEST en matière de mobilisation des acteurs de l'entreprise, du temps, le temps qui est toujours extrêmement important et difficile à organiser. Donc, une question d'organisation du travail. On intègre des séquences formatives dans un programme de production. C'est un investissement et une décision d'organisation qui est importante. Et ce n'est pas qu'une modalité pédagogique. Et c'est là où je pense qu'il y a, j'espère que cette conférence vous aidera, parce qu'on entend beaucoup parler, la FEST, c'est une modalité pédagogique. Pour moi, absolument pas. Au regard des conditions de sa mise en œuvre, c'est déjà au moins une démarche, plus qu'une modalité, bien sûr.
historiquement, et le décret la présente comme une modalité. Mais c'est une démarche collective et qui doit avoir un levier d'action pour l'entreprise. Au regard de son investissement initial, elle peut en espérer beaucoup de gains, et mes collègues vont vous le prouver. Mais pour autant, c'est un levier d'action pour un projet d'entreprise. C'est surtout pas un produit de formation standardisé, packagé, c'est individualisé sur mesure, mais je vous le dis, pour moi, c'est une démarche d'entreprise. On peut évidemment, on peut se fixer l'objectif de faire une AFEST pour une personne dans une situation de travail pour un type ou plusieurs compétences. Voilà. Mais au regard de ce que ça mobilise, il y a peu de chances que cette modalité one-shot individualisée pour une personne, voilà, pléonasme, et beaucoup d'avenir dans l'entreprise, et soit accueillie positivement par les entreprises qui vont y voir beaucoup, et l'usine à gaz peut-être, ou beaucoup trop de mobilisation pour finalement un besoin de formation pour lequel d'habitude on appelle l'AFPA. Pardon. Bonjour. Alors la FES est d'abord une entrée par le travail, qui est le matériau pédagogique, et ce travail, quand il est mis en discussion, ça contribue à vitaliser le pouvoir d'agir de l'entreprise. Ça invite les salariés, les collectifs à mettre en discussion le travail, à revisiter les différentes manières de faire, à discuter de la qualité du travail. Donc vous voyez, d'un objectif formatif, on passe à des objectifs qui sont beaucoup plus importants et qui touchent aux questions de performance économique et sociale de l'entreprise. Alors ça passe par l'engagement de la direction. Donc vous aurez des témoignages sur ce sujet-là aussi. Et puis, pour mettre en œuvre donc, cette AFES qui a des effets de développement de compétences individuelles, collectives et organisationnelles, ce qu'on appelle, nous, à Catalio, l'AFEST durable, se pose la question de l'appropriation de la démarche. Et ça, c'est aussi un élément sur lequel il faut se pencher aujourd'hui, que ce soit la démarche OPCO de AFEST de Pôle emploi, que ce soit les démarches d'OPCO. On est parti historiquement sur une intervention d'un accompagnement consultant, one-shot, d'une durée variant entre 3 à 6, 7, 8 jours, selon les OPCO et les financements restants, ou etc. Bon, bref, dans des configurations diverses. Et pour autant, ce qu'on constate, et on le constate dans l'étude, c'est que l'appropriation, elle n'est pas si simple pour les entreprises, et que donc l'accompagnement, en fait, sur une dimension one-shot, c'est-à-dire sur un temps court, comme l'expérimentation qu'on a menée, a ses limites sur la capacité de l'entreprise à remobiliser la FEST avec un peu d'autonomie sur d'autres besoins en compétences, dans d'autres services, etc. Et là, ça devient questionnant, c'est-à-dire quelle est la forme de l'accompagnement qui permettrait aux entreprises d'abord d'investir un peu de temps au départ, mais ensuite d'être accompagnées régulièrement pour pouvoir faciliter une analyse d'activité, le changement de posture d'un formateur, parce que tout le monde ne va pas à la même vitesse et certains ont besoin d'être accompagnés plusieurs fois. Donc c'est des accompagnements qui peuvent être très courts, mais qui sont finalement nécessaires, et c'est l'analyse des terrains qui nous le dit. Voilà, donc je vous ai posé un petit peu le cadre. Maintenant, je vais vous présenter ceux qui vont vraiment parler de leurs expérimentations. Donc il y a quelque temps, je vous avais dit, l'UNEA nous avait sollicité, on a proposé à 3 EA, entreprises adaptées, de tester. 2 sont là aujourd'hui. Je vais donner la parole à un représentant de la FEJ qui vont se présenter, ce qui est le plus simple. Merci. Donc effectivement, nous on vient de la FEJ Hauts-de-France. Donc moi c'est Émilie Verward, coordinatrice des parcours d'accompagnement, et ma collègue Anaëlle Marchand, chargée emploi formation au sein de l'entreprise adaptée. Donc rapidement, la FEJ Hauts-de-France, c'est 3000 salariés qui interviennent sur 120 établissements sur toute la région Hauts-de-France et plus particulièrement sur le Nord. La mission, c'est l'accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité. Donc on accompagne
plus de 20 000 personnes sur toute la région. Et donc nous, aujourd'hui, on représente l'entreprise adaptée du littoral, donc à Dunkerque. Et l'entreprise adaptée, la mission, c'est de permettre à des personnes en situation de handicap d'avoir des postes adaptés à leur état de santé, de leur permettre d'occuper un poste de travail, voilà, au travers d'activités support. Donc nous, on déploie des activités de nettoyage de locaux, logistique et espace vert. Voilà pour la présentation de la structure. Jacques-Emmanuel, la structure ISE. Jacques-Emmanuel Durand, bonjour. Moi, je dirige l'entreprise adaptée ISE, que j'ai rachetée. Donc, c'est une entreprise de droit privé, une SARL, que j'ai rachetée en mars 2021. On est basé. Alors, l'entreprise a été créée en 2009 à Soissons. Donc, même chose qu'une entreprise adaptée est là pour faire travailler des personnes en situation de handicap, donc majoritairement des personnes en situation de handicap. On a 2 activités aujourd'hui, une petite activité d'entretien d'espace vert et le plus gros de notre métier, c'est du second œuvre de bâtiment où on est, je vais mettre des guillemets, une entreprise normale, c'est-à-dire qu'on n'est pas un chantier d'insertion, hein, on intervient chez des particuliers, chez des bailleurs sociaux, dans des entreprises pour faire des travaux de peinture, plâtrerie, revêtement de sol principalement. On vient d'ouvrir une 2e agence à Boulogne-sur-Mer. Et aujourd'hui, pour prendre des chiffres ronds, on a 40 personnes à Soissons. On était en mars 2021, on était 9. Et je vous parlerai, parce que ça fait partie la feste est au milieu de ce sujet-là. Donc on est passé de 9 à 40 en un peu plus de 2 ans à Soissons. Et là, on a 10 personnes maintenant à Boulogne-sur-Mer. Voilà. Et puis, à côté de nos 2 E1, une autre structure de l'inclusion avec justement une dimension expérimentale particulièrement intéressante, la Fabrique de l'Emploi et son directeur. Oui, donc bonjour à tous et toutes. Guylain Domingue, je suis le directeur général de la Fabrique de l'Emploi. Nous sommes une entreprise à but d'emploi, c'est-à-dire que nous sommes une coopérative qui met en œuvre le projet Territoire zéro chômeur de longue durée, projet expérimental jusqu'à 2026, qui vise à proposer à toutes les personnes privées d'emploi d'un territoire un emploi à temps choisi, en CDI, pour réaliser de l'activité choisie. Et le parti pris du projet et donc des entreprises à but d'emploi qui sont les employeurs, c'est de regarder les personnes telles qu'elles sont aujourd'hui, avec tout ce qu'elles savent déjà faire. Donc avoir un regard qui est porté sur la réussite et la capacité des gens plutôt qu'un regard porté sur ce qu'elles ne savent pas encore faire et ce sur quoi il va falloir les accompagner et développer des compétences. Donc la Fabrique, on a, entreprise à but d'emploi, 3 missions. La première, c'est de créer les emplois. Et nous, on rajoute toujours 2 qualités, parce qu'un emploi qui ne serait pas de qualité n'a pas de sens pour nous, ça ne nous paraît pas inclusif. Et c'est ça qui fait différence entre ce qui est parfois proposé à ceux qui deviennent nos collègues et qui sont des emplois pas de qualité, qui ne tiennent pas compte de leur réalité de vie, de leur capacité, de leur rythme, de leur vie de famille, de leur capacité à aller loin ou pas pour trouver. Donc la question de l'emploi, elle est importante pour nous, à condition que ce soit de l'emploi de qualité. Notre deuxième mission, c'est de gérer des activités utiles pour les territoires sur lesquels on est implanté. Et on a 3 pôles opérationnels. Un pôle autour des activités de l'économie circulaire, du réemploi, avec une menuiserie, des ateliers de confection. Un pôle qu'on appelle alimentation, avec du maraîchage urbain, de la restauration, une épicerie solidaire. Nous sommes dans 2 quartiers prioritaires, à Los et à Tourcoing. Et un 3e pôle qu'on appelle service aux habitants, vie de quartier. Là, on propose de la prestation de services à domicile, à tarif solidaire et sous conditions de ressources exclusivement, plus des prestations de services aux entreprises, des prestations complémentaires qui viennent soit rendre des services pour lesquels les entreprises ne trouvent pas de prestataires ou pas de prestataires à un prix solvable, ou alors qui viennent appuyer des démarrages d'activités en test pour ces entreprises. Voilà les 3 familles d'activités utiles et dites supplémentaires, c'est-à-dire des activités qui ne prennent pas les emplois d'autres personnes dans d'autres structures. Créer des emplois de qualité, gérer de l'activité utile. Et notre 3e mission, on la nomme faire entreprise. La dimension très collective de cette histoire, elle est importante pour nous.
Parce que le projet Territoire Zéro Chômeur, encore une fois, croit que mettre les gens en collectif et leur permettre de s'exprimer sur ce qu'ils font, formuler un avis, c'est déjà une voie d'inclusion. Voilà nos trois missions. On est aujourd'hui 130 sur 2 quartiers, 130 personnes, 130 salariés, dont 120 issus de la privation d'emploi. Et alors, vous êtes accompagné par le cabinet ProSapiens et vous êtes soutenu financièrement dans le cadre du format innovation. Ça permet de parler de Catalio, c'est-à-dire Catalio, c'est accompagner la construction de ces projets jusqu'à l'expérimentation et même au-delà dans la capitalisation. Voilà, ça permet de... Si tu parles de ProSapiens, effectivement, je pensais le dire après, mais dans les contextes qui va expliquer ce qu'on va faire là... L'accompagnement de Catalio, il faut le dire, nous a permis de formaliser un certain nombre d'intuitions qu'on avait. Du coup, je te les donne tout de suite et puis ça ouvrerait total. Enfin, nous, sur l'enjeu de développement des compétences, on avait noté le très fort rejet de la formation de la part de nos salariés. En revanche, une appétence pour l'apprentissage qui arrive après quelques mois au travail. Alors, c'est la même chose, hein, mais sauf que formation, ça leur donne des boutons. 2, la nécessité d'une très forte connexion directe entre la situation de travail et le contenu de formation. 3, le besoin d'impliquer nos salariés dans la définition des contenus de formation. 4, une organisation hiérarchique qui est volontairement très, très faible chez nous. Et on n'a pas d'encadrant technique. On a des responsables de pôle qui sont des facilitateurs d'équipe. 5, une expérience de la reconnaissance des acquis de l'expérience qui montre qu'à partir de la situation de travail, on peut ramener de l'identité professionnelle et de la reconnaissance. Et dernier point, une organisation du travail chez nous qui est très participative et qui vise l'autonomisation et qui est complètement à rebours de la majorité des situations de travail connues par nos salariés. Souvent, qui sont peu voire pas qualifiés quand ils ont travaillé. Ça a été dans des organisations très hiérarchiques, très prescriptives. Et chez nous, c'est pas comme ça. Ça, c'est ce qu'on savait. Et Catalio nous a permis d'objectiver tout ça et d'identifier ce qui, à l'époque, était pour nous qu'une modalité pédagogique, la FEST, comme un moyen de développement des compétences à privilégier. On va y revenir, Guilain. Concernant, alors je faisais cette précision des financements parce que c'est important, l'accès au financement pour expérimenter. Concernant le projet d'action collective avec les entreprises adaptées, vous êtes allé chercher du PICEA, on a construit ensemble le dossier et vous avez été accompagné par deux personnes, Isabelle Danet, consultante indépendante, Idanet Formation pour vous, et Marie-Christine Vermel, enseignante-chercheuse à l'Université de Lille. Voilà, pour donner ces cadres-là, c'est important parce que se lancer dans l'innovation, en tout cas dans l'expérimentation de nouvelles façons de faire, mais il faut trouver aussi les cadres, et il en existe, et on vous aide potentiellement à les chercher. Alors dans cette action collective, on avait quelques principes de construction. Chaque structure nomme un référent, c'est toi, Anaël, qui met en place, qui est garant de l'information, qui pilote en interne le projet. Il y avait une application obligatoire du collectif. Voilà, ce ne sera pas des affaires faits avec un seul expert du travail de l'entreprise. Il fallait profiter de cette expérimentation pour revoir la stratégie globale de formation et participer à une logique collective. Donc il y a eu pendant ces 3 mois ou 4 mois d'expérimentation des journées à Catalio qui permettaient de faire avancer les projets, mais en même temps de les comparer, de les mettre en discussion. Et voilà, ces démarches collectives sont tellement riches pour la dynamique que voilà, on avait choisi de faire ça. Je vais passer la parole à Anaël et Émilie, et puis pour peut-être repartir de qu'est-ce qui avait mobilisé votre intérêt pour expérimenter la FEST à la FEJ. L'expérimentation de la FEST sur l'entreprise adaptée, déjà on avait connaissance forcément de la modalité à FEST depuis quelques années, même si on ne savait pas trop comment y aller et comment s'y prendre.
Donc après, ça semblait quand même correspondre à l'organisation de notre structure, à l'entreprise adaptée, mais on a aussi des ateliers chantiers d'insertion. Donc voilà, ça semblait correspondre à nos fonctionnements, surtout par rapport à l'accompagnement du public et aux besoins des personnes en parcours d'insertion ou en situation de handicap. Donc le fait d'intégrer l'expérimentation, ça a conforté cette envie d'y aller et ça nous a guidés dans l'apprentissage des fondamentaux pour la mise en place effective. D'accord. Côté terrain, CIP, encadrant technique, ils étaient désireux de réinterroger leur pratique? C'était plutôt une découverte totale. Donc après, c'est grâce vraiment à la mise en œuvre avec eux, à Naël, que ça a pu être mis dans le bain, quoi. D'accord. Pour illustrer un peu votre démarche, on s'adresse maintenant à l'architecte AFEST de la FEJ. Vous pouvez expliquer un petit peu comment vous avez ciblé les services concernés, les compétences à développer, comment vous avez travaillé avec Isabelle Danet lors de ces temps d'expérimentation. Bonjour à tous, déjà dans un premier temps. Donc nous, on a décidé de cibler le pôle support, les espaces verts en fait chez nous. Pourquoi ce pôle? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que c'était l'une de nos activités où les collaborateurs manquaient de polyvalence et où ça commençait à poser problème effectivement sur les chantiers parce qu'il fallait pallier justement au manque de compétences de son collègue, etc. Donc c'était un petit peu compliqué dans la mise en pratique. Donc voilà, on a ciblé ce pôle-là. Suite effectivement à ma nomination entre guillemets en tant que référente AFEST, on a aussi trouvé un relais terrain au niveau du pôle espace vert qui a permis en fait de faciliter et d'organiser le travail autour de cette expérimentation parce que c'est pas tout de mettre ça en place, il faut quand même qu'il y ait un relais terrain pour pouvoir favoriser une mise en pratique. Et ensuite pour le ciblage des compétences, on est parti en fait de notre portefeuille de compétences. On a un logiciel de GPEC qui s'appelle iForm Adapt pour les entreprises adaptées, où on a toutes les compétences qui sont requises sur le poste d'ouvrier des espaces verts. Tout ça rempli pour chaque collaborateur, et donc c'est via ce tableau-là qu'on a pu cibler les compétences qui étaient manquantes ou en tout cas qui méritaient un approfondissement pour certains de nos salariés. Donc c'est via cette utilisation-là qu'on a pu identifier 2 compétences. Donc la première, savoir réaliser une opération de taille en autoportée, et la deuxième, savoir réaliser une taille au taille-haie. Et on a identifié du coup les 2 salariés sur lesquels on allait pratiquer ce parcours de FEST. Isabelle Danet, donc qui a été notre consultante chez nous, est venue en fait pour réaliser l'analyse du travail. Et ensuite, toutes les 2, on a construit le référentiel de ces 2 compétences. Elle a ensuite mené les premières séquences de FEST en présence des futurs formateurs FEST pour pouvoir leur montrer la modalité, leur montrer en fait le parcours. Voilà, comme disait Dominique, la FEST effectivement c'est une modalité qui est exigeante, donc ça demande effectivement de la pratique. Donc Isabelle était là pour pouvoir former ses formateurs sur cette modalité d'accompagnement. On a pu du coup créer aussi une fiche méthodologique pour faciliter et permettre en fait aux formateurs d'avoir un fil conducteur, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas du tout inné, donc ça se travaille. Donc on a essayé de mettre en place des choses facilitantes pour eux. Suite à la réalisation des premières séquences FEST, on s'est rendu compte qu'on pouvait aussi utiliser le support vidéo pour filmer la situation de travail du salarié. Et c'est quelque chose qui est très intéressant parce que du coup ça nous permet en fait d'utiliser ce support-là pour la séquence réflexive, ce qui est facilitant pour le collaborateur parce qu'au moins il se voit en train de réaliser la tâche, et donc c'est plus facile pour lui de se remettre en rétrospective
rétrospectif et de pouvoir analyser ce qu'il a fait. Donc ça, c'était vraiment un gros plus au niveau de l'expérimentation qu'on a pu effectivement communiquer auprès des deux autres EA, parce que ça nous paraissait vraiment intéressant. Voilà, comme disait ma collègue, on est là pour des personnes en situation de handicap divers et variés, et c'est pas toujours évident de faire une rétrospective de ce qu'on vient de faire et de pouvoir analyser ce qu'on a fait. Donc au moins c'était une réponse qu'on a trouvée ensemble. Suite à tout ça, on a pu créer un livret de fest adapté vraiment à 100% à notre entreprise adaptée. Dans ce livret, en fait, vous trouvez les informations clés d'une AFest, qu'est-ce que c'est. Vous trouvez aussi les similitudes, mais aussi les différences avec la modalité du tutorat. L'AFest n'est pas du tout là pour remplacer le tutorat. Au contraire, c'est pas quelque chose qu'il faut complètement enlever. Le tutorat est nécessaire, mais il y a des choses qui sont très différentes et des choses qui sont similaires, mais c'était vraiment pour aider aussi le formateur à se positionner. Puisque comme on lui demande un changement de posture, c'était aussi pour pouvoir le guider à ce niveau-là. Vous avez aussi le référentiel de compétences, le positionnement initial du salarié, c'est-à-dire que le salarié, en partant du référentiel, va pouvoir être en capacité de dire « Ok, cette ligne-là, je la maîtrise, cette ligne-là, je vais avoir besoin de séquences, etc. etc. » Tout ça validé effectivement par le formateur ensuite. Vous avez la planification des séquences et les traces de celles-ci, puisque tout est pendant les séquences, effectivement, les formateurs sont amenés à remplir ce document. Et vous avez l'évaluation finale. À la fin de l'expérimentation chez nous, il y a 2 personnes qui ont été formées en tant que formateurs FEST, dont une en situation de handicap, parce qu'il faut savoir que sur les espaces verts, les encadrants techniques sont également porteurs de handicap. Donc sur l'un des 2, c'était également en situation de handicap. Et il y a eu 6 séquences FEST qui ont été animées par les formateurs et dont j'ai supervisé également. Voilà un petit peu. Très bien. Qu'en disent les apprenants ? Alors, les apprenants sont très surpris dans un premier temps de cette approche-là parce qu'ils n'y sont pas forcément habitués. Ça demande je le redis, mais une modification de posture de la part de l'encadrant technique. Donc, c'est surprenant pour l'encadrant, c'est surprenant pour l'apprenant. Ce qui est très agréable pour eux, c'est qu'effectivement, ils sont en situation de travail, ils sont dans des lieux qu'ils connaissent, ils sont avec des gens dont ils sont habitués. Donc, ça ne nécessite pas de les sortir d'un environnement adapté. Au moins, ils sont déjà dans des choses qu'ils connaissent déjà bien. Donc, ça les rassure. Effectivement, je rejoins Jacques-Emmanuel tout à l'heure quand il disait que... non, ou c'était Ghislain, je ne sais plus. Qui disait que effectivement, le mot formation, ça provoquait des boutons. Chez nous aussi, ça provoque des boutons. Donc là, le fait de leur prouver qu'ils peuvent monter en compétences en situation de travail, ça les valorise beaucoup. Voilà un petit peu ce qu'ils en disent. Après, je suppose que tu vas me reposer des questions, donc je vais peut-être te laisser guider, mais... Non, c'est sur la relation, la relation encadrant technique, apprenant. Effectivement, il y a une transformation. Alors, ce qui était intéressant aussi dans la méthode d'Isabelle Danet, qui m'a surprise quand elle me l'a présentée, mais je la trouve, au final, elle fonctionne très bien, c'est dans le déroulement d'une AFEST, pour que les formateurs d'entreprise changent de posture, elle est très directive dans les comportements. C'est-à-dire, dans la mise en situation, par exemple, il y a observation, mais aucune intervention. L'encadrant technique n'a pas le droit d'intervenir, sauf bien sûr problème de sécurité ou... Enfin voilà, bien sûr. Mais la règle générale, c'est ne pas intervenir. Et ça ne doit pas être facile pour un intervenant qui, naturellement, va expliquer la bonne façon de faire très rapidement à la moindre erreur. Voilà. Et de la même façon, le déroulement de la séquence réflexive est aussi codifié avec des périodes dans lesquelles la nature de l'échange varie. Alors, je trouvais ça étonnant, mais en fait, c'est un très bon chemin. C'est à creuser cette histoire-là que pour accélérer, entre guillemets, ou permettre, c'est même pas accélérer, c'est pour permettre aux formateurs de comprendre les effets de sa posture.
Et le fait d'être en questionnement et non plus en apport de savoir, eh ben, ça produit autre chose donc, dans cette fameuse relation. Voilà, et donc ça, vous avez pu le remarquer. Donc, est-ce que dans le collectif, ça fait évoluer les relations ? Alors, on est au tout début encore de la mise en place de la FEST, donc au niveau collectif, on a encore un peu de chemin à ce niveau-là à faire. En tout cas, ce qui a pu être remonté, c'est que le salarié ne se sent absolument pas jugé, donc il se sent plutôt valorisé. Ce qui me fait remonter aussi, c'est que les encadrants se sentent également valorisés aussi dans leurs fonctions, parce que ça leur montre aussi qu'ils ont quand même beaucoup de choses à transmettre, et ce qu'ils ont tendance à oublier à un moment donné, à force d'être toujours la tête dans le guidon, comme tout le monde. Là, au moins, ça leur permet de faire une pause et de se remettre en question. Effectivement, voilà, le changement de posture est vraiment difficile parce que ils ont toujours tendance à vouloir intervenir, et c'est ce qu'on apprend avec la FEST, c'est que le collaborateur a le droit et doit avoir le droit à l'erreur. Et donc ça, effectivement, même si c'est ancré chez nous, mais le fait de voir un de ses collaborateurs produire une erreur, entre guillemets, là devant nous, en tant qu'encadrant technique, c'est très compliqué de se retenir et de pouvoir ensuite aller chercher des questionnements auprès du collaborateur pour essayer de voir si lui-même s'est rendu compte de cette erreur. Donc voilà, c'est vraiment tout un cheminement, et ça va prendre du temps. Mais c'est tout un cheminement qui est très très intéressant, en tout cas chez nous, qui a produit de belles réussites en tout cas. Très bien. Donc vous avez décidé de continuer, puisque c'était l'objectif de l'expérimentation, c'était de se dire est-ce que ça vaut le coup ou pas. Tout à fait. Effectivement, on a décidé de continuer. Donc là, nous, on souhaite, en tout cas, c'est l'engagement de la direction, de pouvoir développer cette modalité-là vers nos autres structures, donc nos 5 ateliers chantiers d'insertion et notre ESAT également, de pouvoir déployer cette modalité-là. Du coup, pour ça, effectivement, là, l'expérimentation nous a aidés, ça c'est certain, mais elle a eu effectivement ses limites, puisque ça demande à nos autres collaborateurs d'être également formés sur la modalité. Donc c'est pour ça qu'on s'est engagé dans un parcours de formation début 2024 pour nos autres collaborateurs. Donc on va former des encadrants techniques, mais également des CIP sur la modalité à FEST, toujours en lien avec Isabelle Danet, du coup, qui va venir chez nous continuer, poursuivre cette modalité avec nous. Très bien. Émilie, j'ai une question, même deux. Tu es responsable de l'accompagnement. Comment la FEST alimente la relation CIP encadrant technique, qui peut parfois être peu proche? Est-ce que le fait d'inclure les deux fonctions dans la démarche, est-ce que ça alimente quelque chose? Oui. Après, on a conscience que dans l'accompagnement des parcours d'insertion ou des parcours des personnes en situation de handicap, il y a la nécessité d'avoir une proximité entre les conseillers en insertion professionnelle et les encadrants techniques. Néanmoins, effectivement, dans la pratique, c'est plutôt le CIP qui reçoit un entretien dans son bureau et l'encadrant qui est sur le terrain au quotidien. Là, avec la FEST, ça permet de mettre cette proximité sur le terrain et ça invite le CIP à aller observer les situations de travail, à aller évaluer les compétences, réaliser les analyses par rapport aux séquences. Donc, c'est une plus-value pour tous, quoi. Et enfin, une dernière question. Est-ce que le travail réalisé, la formalisation, alimente IFormAdapt ? Oui. Après, nous, ça nous permet, c'est complètement intégré à notre démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. On a, grâce à notre logiciel IFormAdapt, on peut identifier les compétences manquantes et ensuite déclencher des séquences FEST pour pouvoir y répondre. Ça permet de gérer les compétences des collaborateurs, de les faire progresser, mais aussi de répondre au maintien dans l'emploi des salariés au sein de l'entreprise adaptée, tout en
se mettant en adéquation avec le développement des activités et le développement économique de l'entreprise. Merci. Merci beaucoup. Autre contexte d'entreprise adaptée, Jacques-Emmanuel. Quand on s'est rencontrés lors d'une des journées de rassemblement de l'ensemble des expérimentateurs, donc consultants, UNEA, AGFIP, ANACT et bien sûr les membres de chacune de ces entreprises, tu as dit l'AFES est le projet le plus important depuis le rachat de l'entreprise. Ah, je me suis dit, voilà, beau verbatim. Donc je te relance, puisque la journée a commencé, on n'a pas pu beaucoup. Donc je te relance de cette introduction-là. Est-ce que tu peux la développer et replacer l'AFES du point de vue des enjeux du développement de ton entreprise? Je vais essayer de faire court, parce qu'en fait, là, sinon je suis parti pour vous raconter une histoire. J'allais dire une belle histoire. Oui, c'est une belle histoire, mais une longue histoire. En mars 2021, je rachète une entreprise adaptée de 9 salariés qui est en redressement judiciaire, qui, 15 jours après, aurait probablement mis la clé sous la porte. Alors pourquoi je la rachète? Parce que j'ai envie de contribuer à l'inclusion dans la société de personnes en situation de handicap parce qu'ils ont un travail, parce que le travail est source d'inclusion dans la société. Pourquoi je rachète cette entreprise? Parce qu'elle est entreprise adaptée, mais aussi parce que c'est une entreprise du bâtiment. Et vous savez aussi bien que moi que dans le métier du bâtiment, il y a du boulot. Donc en fait, il suffit d'aller chercher des clients, je mets des guillemets, de bien faire notre travail et on va pouvoir redresser l'entreprise. Donc on fait ce boulot de développement de l'entreprise, on recrute, on passe de 9 salariés, donc on remplit notre carnet de commandes, on arrive à recruter des personnes en situation de handicap qui connaissent plutôt notre métier de bâtiment. Et puis à un moment, on assèche, entre guillemets, le bassin d'emploi en salariés en situation de handicap qui ont un minimum de compétences dans le bâtiment. Et là, on se retrouve face à un vrai enjeu qui est l'enjeu le plus important, c'est comment faire pour pouvoir avoir des salariés pour produire. Et donc, c'est pour ça que c'est l'enjeu le plus important. Et on se pose des questions en disant comment on les forme. Alors, j'ai compris qu'il y avait l'AFPA dans la salle. Bien sûr, on commence à rentrer des gens en apprentissage, on discute avec l'AFPA. Mais en fait, on se rend compte très vite que nos situations de travail sont des lieux de formation. Pas toutes. Toutes nos situations de travail ne sont pas des lieux de formation. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Si je viens chez toi, Dominique, pour rénover complètement ton logement et que tu es en permanence à côté de nous, parce que tu ne travailles pas, ce qui n'est pas vrai, puisque tu travailles, ou que tu es en télétravail et que donc tu es à côté de nous, et que tu nous vois faire des séquences de fest, tu vas te dire « j'ai pas confiance dans cette entreprise ». Et d'ailleurs, nous, on ne sera pas en confiance pour mettre en place l'action de fest. Donc, il faut qu'on arrive à identifier des chantiers écoles. Alors, je l'ai dit une fois dans une conférence, les meilleurs chantiers écoles pour nous, c'est des rénovations de logements sociaux en non occupés. Parce que là, on est tranquille, on a le temps, on peut passer le temps pour mettre en place les situations de formation de travail. Donc aujourd'hui, pour revenir à ta question, c'est probablement la FEST est probablement la meilleure solution pour développer, en tout cas dans notre contexte, l'emploi de personnes en situation de handicap et pour pouvoir continuer à recruter parce qu'on continue à remplir notre carnet de commandes. C'est très complémentaire avec ce qui peut se faire à l'AFPA, réellement. J'étais à l'AFPA la semaine dernière. C'est très complémentaire. C'est très complémentaire avec ce qui se fait en CFA. Mais néanmoins, je pense qu'on n'apprend que si on fait. Et on n'apprend pas quand un sachant dit ce qu'il faut faire. Vous connaissez les adages, c'est en se trompant qu'on apprend. Donc c'est en faisant, en se trompant, en comprenant là où on s'est trompé. Et donc là, pour nous, c'est réellement un enjeu stratégique. C'est même, oui, c'est la décision la plus importante qu'on ait prise. Ok.
Et ben donc concrètement, par rapport aux compétences, à tes métiers du second œuvre, dans cette expérimentation, donc je vous rappelle qui a duré de mars, cet accompagnement de mars à juin, concrètement, vous avez fait quoi? Sur quel type de compétences, avec quel type d'apprenants, de salariés? Alors d'abord, c'est pas parce qu'on n'a pas eu Isabelle, mais on a eu une chance folle d'être accompagné par Marie-Christine. Marie-Christine, chercheuse à l'Université de Lille. On se dit, oh là là, ça doit être une tête super bien faite. Et on découvre que Marie-Christine connaît les métiers du bâtiment. Donc ça, c'est un coup de peau phénoménal, ou alors c'est un bon choix. Donc en fait, nous on s'est dit, il va falloir qu'on lui explique ce qu'on fait. Il va falloir qu'on lui explique quand on doit préparer un chantier, quand on doit travailler sur la sécurité. Non, elle connaissait. Alors de par sa vie personnelle, puisqu'elle avait dans sa famille des entrepreneurs du bâtiment. Donc ça nous a énormément aidé. Alors la première chose qu'on a faite avec Marie-Christine, c'est qu'on a bâti un référentiel de situation. Le référentiel de situation, c'est, je vais vous faire court, mais le matin, chez nous, c'est la fourmilière, puisque les salariés arrivent au dépôt et puis ils partent dans des camions de chantier sur les différents chantiers sur lesquels ils vont travailler la journée, soit seuls, soit en équipe. Et donc la première chose à faire, c'est de préparer le camion. Qu'est-ce que je dois emmener en fonction de ce que je dois faire? Donc ça, c'est la première situation. La première situation, c'est est-ce que j'ai mes EPI? La deuxième situation, c'est de préparer le camion. La troisième situation, c'est d'arriver sur le chantier, de sécuriser le chantier. La quatrième situation, c'est je dois faire de la peinture aujourd'hui, je dois donc protéger les sols, voilà, c'est différentes situations. Et sur ces différentes situations qu'on a décrites, qu'on a essayé, alors au début on a essayé, puis on a jeté l'éponge temporairement de le rapprocher de ce fameux logiciel formidable qui est iFormAdapt. Donc on a travaillé séparément d'iFormAdapt au début. Et on a mis des croix dans des cases en fonction de nos ouvriers. On a identifié, donc ça c'est les chefs d'équipe qui l'ont fait, les 3 chefs d'équipe que vous avez rencontrés, Patrick, Cédric et son prénom va me revenir, qui sont venus dans les réunions collectives. Ils ont dit, moi dans mon équipe, un tel il sait faire, un tel il sait à peu près faire, un tel ne sait pas faire. Voilà, donc on a essayé d'identifier le positionnement de chacun. On a fait un truc qui était un peu risqué, c'est qu'on l'a partagé avec les salariés. C'était risqué parce qu'ils l'ont vécu comme si je sais faire, je suis augmenté. D'accord ? Alors que non, pas du tout. Tu seras augmenté pas forcément si tu sais faire et tu seras peut-être augmenté si tu sais pas faire. Ça n'a aucun rapport, l'augmentation salariale. Donc on a partagé ça avec eux. C'était important parce que ça a généré l'envie et le besoin pour eux derrière justement d'acquérir du savoir-faire par les actions de FEST. Et puis, on a été moins vite que la FEJ, puisque nous, on a passé beaucoup de temps sur ces référentiels de situation, et on a fait une expérimentation de FEST. On a été moins long que vous, mais on a fait une expérimentation de FEST, donc sur, je mets des guillemets, un chantier école, qui n'est pas un chantier école, qui est un chantier de rénovation de 340 salles de bain chez Reims Habitat. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on a 340 salles de bain à rénover, c'est aussi dans la répétition de l'acte et dans la répétition d'actions de formation en situation de travail que la personne peut voir si elle a acquis la compétence ou qu'est-ce qu'elle a acquis et qu'est-ce qu'elle doit encore acquérir. Et donc, on peut lui faire répéter l'acte sur une autre salle de bain à rénover et encore une autre salle de bain à rénover. La question de l'autonomisation. Donc, tu as été accompagné par Marie-Christine. Vous avez expérimenté. Vous avez d'autres projets d'expérimentation sur d'autres besoins en compétences et un souhait de développer votre capacité formative. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous manque demain? Comment tu envisages 2024 et les projets FEST 2024? Alors, en fait, on a terminé à peu près cet été, avant l'été, le travail qu'on a fait ensemble. Puis après, on est retourné au boulot. Et c'est pas très très bien, mais on est retourné au boulot et on a oublié la FEST. Moi, je suis le dirigeant de l'entreprise et je suis la seule personne
sur les fonctions, entre guillemets, ressources humaines. Aujourd'hui, alors ça ne va pas durer longtemps, parce qu'on va recruter quelqu'un, mais je suis aujourd'hui la seule personne. Donc, je fais un peu votre boulot à toutes les deux, donc moins bien que vous, puisque vous êtes toutes les deux à le faire. Donc le soufflet est un peu retombé chez nous, et puis on a parlé depuis fin octobre, début novembre, on a parlé de notre plan de formation 2024. Et là, mon directeur d'agence de Soissons, Fabrice, que vous avez rencontré, le conducteur de travaux, on commençait à parler formation. Il faudrait qu'on regarde ce qu'on peut faire avec l'AFPA, avec d'autres centres de formation pour monter en compétence telle personne, faire ceci, faire cela. Et puis à un moment, je me suis dit, j'interviens ou j'interviens pas. Je dis quelque chose ou je continue à laisser réfléchir. Je les entendais réfléchir, je ne disais rien, je ne disais rien. Et puis Fabrice a dit, en fait, il faut absolument qu'on lance la FEST. Je me suis dit, sauvé. Donc, ça vient de mon équipe, donc ça, c'est formidable. Donc, on est en train de bâtir le plan de formation. On est reparti de notre référentiel de situation avec le positionnement de chacun des salariés. En fonction de nos chantiers et des personnes que l'on veut former, on a commencé la planification. Donc ça, c'est une très bonne chose. On a bâti le budget par rapport à ce qui était construit budgétairement. J'ai réduit la productivité sur les chantiers concernés. Ils m'ont dit, mais ce n'est pas les ratios normaux qu'on devrait faire pour gagner de l'argent. J'ai dit, mais ça s'appelle un investissement. Voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on investit un petit peu d'heures, on va le retrouver demain avec des personnes plus compétentes encore. Donc, on est en train de finir ce travail de planification qui prend un semestre. Donc, on est sur le premier semestre 2024. On se pose des questions sur l'accompagnement. Il y a une chose qui est très claire, c'est qu'on a eu beaucoup de chance parce que je pense qu'on a eu un accompagnement en volume, alors en qualité évidemment, c'est très sincère vis-à-vis de ce qu'a fait Marie-Christine, en qualité évidemment, mais en volume d'heures, on a eu un accompagnement massif. La question que je me pose, et tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est vous allez continuer avec Isabelle. Je ne sais pas encore si nous, on va se faire accompagner sur 2024. En tout cas, ça ne se fait pas tout seul. Et l'accompagnement peut être nécessaire. L'accompagnement, il est principalement, alors je sais pas si c'est abordé après, j'ai plus le fil conducteur en tête par cœur, tant pis. En fait, on est dans un retournement de situation totale. Je ne sais pas si vous connaissez les entreprises du bâtiment, mais souvent, ce que je ne suis pas du tout, ce sont des artisans qui ont monté leur entreprise, qui ont leur CAP de peintre, et donc ils savent faire. Et donc, ils intègrent des personnes et ils leur apprennent le métier. C'est vraiment un apprentissage avec une verticalité descendante assez terrible. Et là, on retourne complètement le sujet où le sachant, s'il y a une chose qu'il doit savoir faire, c'est de se taire ou éventuellement de poser des questions ouvertes. Mais en tout cas, de se taire, ça c'est l'idéal dans une action de FEST. Et donc, tout vient de l'apprenant, qui doit raconter ce qu'il a fait. Alors, sujet, verbe, complément, j'ai fait ça. Expliquer pourquoi il l'a fait, essayer de comprendre ce qu'il a fait, comment il l'a vécu, qu'est-ce qu'il en tire qu'est-ce qu'il regarde comme résultat, qu'est-ce qu'il en tire comme leçon, et qu'est-ce que selon lui il pourrait faire différemment. Et pendant tout ce temps-là, celui qui est le sachant a le droit aux questions ouvertes, éventuellement. S'il est avec Isabelle, il a le droit de se taire, mais sinon il a le droit aux questions ouvertes. Et éventuellement après, quand c'est terminé, il va quand même donner quelques éléments de savoir-faire, quelques trucs. Tu aurais pu faire comme ça, mais c'est vraiment quand on a fini de parler. Et donc, pour moi, le plus important, c'est d'accompagner les apprenants. Parce que c'est là où ils doivent vraiment se taire. Merci Jacques-Emmanuel. Dernier contexte, le BE avec Guilain. On a dit la première contrainte
où le premier élément du décret, c'est l'analyse de l'activité. Ce que vous avez remarqué, c'est que il faut la dimension collective dans l'analyse de l'activité, la mise en discussion de comment se réalise le travail et pourquoi il est fait comme ça dans les différents contextes. Voilà, cette analyse de l'activité, ça a un pouvoir, c'est ça qui fait, si vous le faites en collectif, qu'il y a des apprentissages collectifs, des effets sur le climat relationnel dans l'entreprise et sur des améliorations ou développement de compétences organisationnelles. C'est-à-dire que ça enrichit l'entreprise. Dans le cas de la fabrique, vous avez utilisé ce levier, mais à un niveau plus important que les autres. Alors, j'aimerais que tu puisses raconter ça, parce que de l'analyse de l'activité, ça devient un levier de développement d'une structure et de personnes. Je voudrais que tu racontes comment vous avez construit ça et réalisé cette démarche. Alors, en effet, il a divulgué, mais j'ai l'habitude de commencer les interventions un peu provoque en disant, nous, on a démarré le projet en février, on est en décembre, et on n'a toujours pas mis en place d'action de FEST. Enfin, toujours pas. Et depuis février, on travaille sur l'amélioration de notre organisation pour permettre l'analyse du travail. Alors pourquoi ça ? Le contexte préalable au démarrage du projet, nous on a été créé en 2017 et avec le métier donc de créer des emplois inclusifs. Et on a eu l'intuition dès 2017 que ce n'est pas l'emploi qui est inclusif. Jacques-Emmanuel, tu l'as dit, c'est le travail. Finalement, pour nous, surtout dans un cadre expérimental, créer des emplois, c'est facile. Je signe des bouts de papier, on me finance, et puis les gens sont embauchés. Donc la question de l'emploi n'est pas un problème. Le travail inclusif, ça c'en est un. En tout cas, c'est une sacrée question et une sacrée gageure. Alors du coup, comment faire ? On a eu deux partis pris dès le démarrage. C'est de se dire que permettre aux salariés de s'exprimer sur le travail qu'ils réalisent, c'est un levier d'inclusion. Et que le deuxième, c'est que adapter l'organisation aux personnes et non pas adapter les personnes aux organisations. Autrement dit, mettre en place une organisation qui est véritablement émancipatrice, c'est un deuxième levier d'inclusion qu'on a envie d'activer. On a tenté donc d'activer ces deux leviers dès 2017, donc en mettant en place beaucoup de délibérations collectives. Mais la délibération collective, quand elle est mal organisée, on ne parle plus du travail, on parle de tout ce qu'il y a à côté, les blabla, les cancans, et donc on perd du temps, deux, on perd de l'énergie, et trois, on détruit les collectifs au lieu de les former, de les constituer. Néanmoins, quand elle est bien organisée, la délibération collective, elle nous a fait avancer. Du coup, pour la soutenir, on a mis en place une organisation hiérarchique particulière. Je l'ai dit tout à l'heure, pas d'encadrant technique chez nous, parce qu'on n'a pas besoin d'encadrant technique. On n'a pas besoin de techniciens des métiers, puisque certains de nos salariés arrivent avec la technicité nécessaire pour soutenir l'activité. D'autres non, mais certains oui. Donc l'enjeu, c'est comment on l'en partage. Et du coup, notre organisation hiérarchique, nous, elle a été organisée de manière à mettre en place l'échange et faciliter l'échange et la délibération collective. Donc je l'ai dit, on a des responsables de pôle qui encadrent chacun 2 à 3 équipes, jusqu'à 20 personnes, enfin des équipes de 8 à 10, 8, 12. Et donc chaque responsable de pôle encadre 20 personnes. Mais donc vous voyez bien qu'ils ne sont pas directement tout le temps en permanence sur le terrain. Et donc ils ne sont pas encadrants techniques. En revanche, ils ont une mission de facilitation, un peu comme on les retrouve dans les équipes organisées en mode projet agile. Donc ça, c'était préexistant. Et donc on avait une certaine expérience des espaces de discussion sur le travail. Pourtant, quand on a démarré, on s'est vite rendu compte que grâce à l'accompagnement de ProSapiens, dès la première demi-journée de travail, on s'est rendu compte que la formalisation de notre organisation était largement insuffisante pour soutenir l'analyse de l'activité. Je me suis écrit d'autres choses. La deuxième chose dont on s'est rendu compte, c'est que comme on a aussi beaucoup de multi-activités, nos activités, les compétences nécessaires pour les mettre en œuvre, elles font référence à des compétences techniques ou transversales, professionnelles ou transversales, qui existent dans des référentiels de compétences. Mais en revanche, chacune de nos activités n'est pas rattachée à un référentiel de compétences existant.
Autrement dit, nos référentiels de compétences d'activité n'existaient pas et il fallait qu'on les décrive. Et puis, donc ça, c'est ce qu'on a tout de suite compris. Donc, il fallait y travailler, formaliser notre organisation et décliner nos référentiels de compétences. Et il se trouve que nous, à l'inverse de Marie-Christine, le consultant qui nous accompagne ne connaît rien à nos métiers. Et donc, il a bien fallu qu'on lui décrive, et on a démarré sur du très concret, qu'on lui décrive notre activité. Donc, on rentre dans un exercice d'analyse de l'activité. C'était la menuiserie. Et puis là, on s'est dit, en fait, on s'est senti bête. On s'est dit, finalement, on a fait le choix de ne pas avoir d'encadrant technique. Est-ce qu'on n'est pas en train de le regretter? Comment on va lui expliquer notre métier? Et en une demi-journée, il avait retourné le truc. Parce que c'est nos collègues, les salariés, qui ont réussi collectivement à analyser l'activité, enfin, sur une activité clé particulière, hein, mais évidemment. Mais il nous a démontré que nous étions capables d'analyser une activité à condition de le faire en collectif, et donc de ne pas s'appuyer sur un expert technique, mais de s'appuyer sur les expertises très partielles parfois, mais véritablement expertes de chacun de nos salariés. Donc c'est bien l'analyse collective de l'activité qui associe tous les membres d'une équipe, qui est déjà une séquence réflexive et qui avait déjà, mais vraiment, on mesurera dans le temps si c'est durable, mais je pèse mes mots, au bout d'une demi-journée, l'ambiance dans l'équipe avait changé. Les collègues se regardaient les uns les autres autrement et se regardaient comme de professionnel à professionnel, là où, en plus, on a démarré dans une équipe où, entre le moment où on a choisi 6 mois avant et le moment où on a démarré, il y a eu plein de mouvements, plein de nouveaux, des nouveaux qui, pour le coup, n'étaient pas menuisiers, contrairement à certains de nos anciens, et où l'ambiance s'était largement dégradée. Et en une demi-journée, on avait déjà retourné un certain nombre de tous ces problèmes-là. Et même si je dis on verra dans le temps, ça continue, ça dure ces effets. Mon responsable de pôle, il s'est rendu compte en faisant cet exercice que le tout début de la matinée, je vous dis, il avait l'impression que finalement ça aurait été bien qu'il soit technicien, et à la fin de la matinée, il était revenu dans la posture dans laquelle je l'avais mise en le recrutant, en disant, mais en fait, mon boulot à moi, c'est de faciliter la circulation de la parole donc je suis bien un facilitateur et je suis bien à ma place. Donc une demi-journée, ça nous a permis de nous dire, en fait, c'est ça. Le nœud pour nous, il est là. C'est de formaliser la mise en discussion du travail et donc passer du temps sur l'analyse de l'activité. On y est toujours 9, 10, 11 mois plus tard. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, on a formé nos responsables de pôle à la méthode. Et donc, on a outillé leur rôle de facilitation, mais dans un cadre particulier, l'analyse de l'activité. Eux, pour le coup, on les a formés de manière un peu plus classique. C'est notre consultant accompagnateur, mais qui a amené du contenu. On a outillé l'analyse de l'activité en mettant en place en écrivant nos processus et en mettant en place des fiches de débriefing qui permettent d'identifier les dysfonctionnements. Dysfonctionnements ouvrent un temps d'analyse collective de l'activité pour identifier les raisons du dysfonctionnement. Je reviendrai après comment on traite ces différentes raisons. On a mis en place les outils de collecte permanente des questions des dysfonctionnements. Alors, des dysfonctionnements, mais aussi les points bloquants, ceux qu'on n'arrive pas à dépasser tout seul, comment on doit faire. Et puis surtout, on s'est remis dans la tête que ce qui sous-tend le vrai travail, ce qu'on fait chez nous, c'est des emplois d'inclusion, certes, mais basé sur du vrai travail comme dans n'importe quelle autre entreprise. Donc ce qu'il sous-tend, c'est la garantie de bon achèvement. La garantie de bon achèvement, c'est ce qui va... c'est toutes les manières de faire, donc les règles de l'art, les bonnes manières de faire en sécurité. Nous, on rajoute toujours en sécurité parce que ça, bizarrement, ça ne rentre pas. Et qui va garantir qu'à la fin, on a un résultat qui est conforme à ce qui était attendu, et en particulier conforme au fait qu'on a des clients. C'est ça le vrai travail.
Et donc, mettre ça, la garantie de bon achèvement au centre, ça permet aussi de recentrer sur les bonnes manières de faire. Ce n'est pas chacun comme il pense que c'est bien. Même s'il y en a deux qui font différemment et que les deux arrivent à un résultat correct, en fait, ce qui compte quand on travaille en collectif, c'est que tout le monde adopte les mêmes méthodes parce qu'il faut qu'on puisse se comprendre, parler le même langage et garantir le même résultat. Parce que deux résultats bien, c'est cool, mais si ce n'est pas le même résultat, ça peut poser problème. Ça se discute. Mais bon, je pense que dans votre construction organisationnelle inclusive, c'est important de se mettre d'accord sur les règles de l'art. Mais la réalité du travail fait que, effectivement, mais ça c'est mon point de vue, hein, vous avez le droit de développer un autre, les différentes façons de faire, si elles sont mises au débat, font progresser tout le monde. Et donc ça fait bouger les règles de l'art. Alors merci Dominique de me relancer, parce que évidemment, du coup, en figeant une règle de l'art, on ne décide pas qu'il y a une manière de faire définitive qui est la bonne. Ce qui est important pour nous, c'est bien le processus, et de se dire que on analyse l'activité, on a deux entrées, le dysfonctionnement qu'il faut traiter. Et le dysfonctionnement, je disais, ça nous permet d'identifier est-ce que notre problème il est de l'ordre organisationnel. Et donc ça veut dire que s'il est arrivé, il faut qu'on bouge notre organisation pour que ça n'arrive plus. Ou est-ce qu'il est de l'ordre de la compétence collective qui nous manque? Si on n'a pas réussi à faire quelque chose, ça peut être parce que collectivement, on n'a pas la compétence pour y arriver. Et si collectivement, on n'a pas la compétence pour y arriver, alors là, on remonte à la compétence individuelle. S'il nous manque une compétence collective, qui est-ce qu'on forme? 1, 2, 3, tous, pour arriver à... donc, quelles compétences individuelles on développe pour les remettre dans notre cycle, les remettre au pot commun. Et là, qui est-ce qu'on forme? Ça va nous permettre de définir la modalité. Et donc, nous, on a mis en place l'organisation. Alors, j'aime bien dire, on dit souvent des situations festables. Moi, j'aime bien dire qu'on a mis en place une organisation festive qui nous permettra de faire de la feste. Mais non, mais je n'ai pas terminé parce que je suis obligé de te dire. Donc, on a un questionnement. Cette analyse collective de l'activité nous permet de questionner en permanence la compétence collective. Mais ça nous permet de questionner en permanence aussi la règle de l'art. Et donc la règle de l'art, elle bouge. Alors pas tous les jours, parce que sinon c'est bizarre ou qu'on a mal fait notre boulot. Mais elle bouge parce qu'au fur et à mesure qu'on aura développé, on a identifié nos problèmes ou nos manques de compétences collectives, on a développé de la compétence individuelle qui viennent resservir la compétence collective, et plus on sait faire de choses, mieux on sait les faire, plus à chaque fois ça fait bouger notre règle de l'art qui progresse. Et donc c'est bien l'échange permanent et la discussion permanente, y compris sur la règle de l'art. Mais l'idée, c'est bien que tant qu'on en a fixé une, c'est celle-là qu'on applique jusqu'au moment où on va la faire bouger. Bon, au-delà de cette construction collective, je pense que par rapport au public de l'inclusion, vous affirmez la volonté d'agir sur la dimension identitaire, mais je dirais comme tous les acteurs de l'inclusion. Sauf que pour vous, ça va être plus spectaculaire parce que la mise en discussion du travail, tu peux peut-être témoigner sur ce que ça produit en matière d'identité professionnelle, c'est-à-dire de se reconnaître déjà professionnel, se reconnaître au travers du regard des autres professionnels. Et comment ce mécanisme-là de se sentir légitime et actif et participant à un collectif, finalement c'est ça qu'il faut, c'est le cœur de la sortie d'une situation compliquée. Exactement. Les résultats sont en effet spectaculaires, mais c'est finalement tout simple. Le fait de donner la parole à chacun et leur permettre de s'exprimer, encore une fois, de s'exprimer sur le travail réel et de constater que chacun a quelque chose à en dire. Parfois pas beaucoup, parfois beaucoup, mais chacun a quelque chose à en dire qui est reconnu comme légitime, comme la bonne manière de faire par les autres. Ça reconstitue l'identité professionnelle. Puisque je suis capable de parler de mon métier, de l'expliquer, d'en expliquer un geste, j'en suis un. Je suis un menuisier, je ne suis plus... Alors nous, ils ont un statut d'employé polyvalent, mais ce qui est important, ce n'est pas tant le statut de l'emploi, c'est la caractérisation du travail. Et donc, puisque je suis capable d'expliquer un geste et que mes collègues le reconnaissent,
Je suis un professionnel, je suis un menuisier, je suis une couturière, je suis une assistante comptable. Et ça, c'est vraiment l'expérience qu'on fait dans la Fest. Et pour tout dire, c'est une expérience qu'on a déjà faite un peu à la fabrique et que moi j'avais amené à la fabrique, qui est celle qu'on fait dans la reconnaissance des acquis de l'expérience, dans la VAE. Je regarde Pascal, là, puisqu'elle sait de quoi je parle, mais chaque fois, le principe de l'entretien d'explicitation, c'est ni plus ni moins que de permettre aux gens de s'exprimer sur leur travail et de démontrer en l'expliquant qu'ils savent le faire. Dans la VAE, la RAE, ça amène de la certification, mais ça amène aussi et surtout de l'identité professionnelle. C'est exactement le même processus qui est à l'œuvre chez les personnes. Je pense que, et ça c'est un truc chouette, on est accompagné en particulier par Catalio et un labo universitaire qui vont permettre de l'objectiver dans le temps grâce à de la recherche-action. Mais je suis persuadé que c'est ces mécanismes-là qui se mettent à l'œuvre chez les personnes et que le collectif sert l'individuel et que l'individuel, quand on se sent plus professionnel, qu'on a une identité, eh ben, on le rend au collectif. Et juste un mot sur l'outil. Il voulait me couper la parole. Il voulait me couper la parole. Juste un mot sur l'outil. Du coup, donc, permettre de s'exprimer, ça marche. Et on utilise un outil vidéo. On fixe nos règles de l'art avec ce qu'on appelle des vidéos référentes. C'est-à-dire que discussion collective, on se met d'accord sur une activité clé, comment elle doit se mener. Et cette activité clé, on décide dans le collectif qui est capable de l'expliquer le mieux. On filme cette personne, ça devient notre vidéo référence qui fige notre règle de l'art. Encore une fois, jusqu'à la prochaine fois qu'on peut en reparler et la définir de meilleure manière. Et cette vidéo référence devient le support de formation. Alors, je dis qu'on n'en a pas fait, mais en fait, on l'a fait quand même un peu. De formation. Et la compétence acquise par les autres, elle sera démontrée par une vidéo d'explicitation. Et donc, c'est toujours le même. Et donc, on est encore une fois dans cette boucle où le collectif nous permet de définir quelque chose. On remonte à la compétence individuelle. La compétence individuelle, on s'exerce. Enfin, je m'exerce, j'acquiers la compétence, et j'acquiers la compétence à partir du moment où je suis capable de l'expliciter. Et on la resserre au collectif. Merci. Merci à vous quatre, mais peut-être qu'il y a des questions dans le public. J'en profite pour vous annoncer la journée AFEST et Inclusion. Là, c'était la conférence AFEST et Inclusion d'une durée d'1h15. Mais moi, je serais vous, j'aurais envie d'aller plus loin, regarder les documents, parler avec l'encadrant technique, parler avec le CIP. Et donc, on organise avec l'UNEA, l'IRIAE et la Fabrique une journée avec une volonté non pas d'un mode conférence comme aujourd'hui, mais qui était adapté à l'organisation du jour, mais plutôt une volonté d'organiser des échanges entre professionnels du monde de l'inclusion. Et donc on ouvre et on souhaite que vous soyez dirigeant, RH, encadrant technique, CIP, formateur de structures d'insertion ou d'inclusion, de venir participer à des ateliers interactifs, mais organisés. Le 6 février au Louvre-Lens-Vallée. J'ai quelques flyers avec même un flash code, mais que je n'ai pas réussi à mettre là, c'était trop compliqué, je suis vieux. Donc j'ai encore du papier, mais je peux vous le donner. Et si vous voulez le diffuser aussi à d'autres structures, n'hésitez pas. Vous retrouvez tout ça évidemment sur le site Catalio et sur le LinkedIn Catalio. C-A-T-A-L-Y-O. Est-ce qu'il y a des questions pour nos témoins? Oui. Est-ce que c'est possible pour tout le monde? Oui. Bonjour, merci pour les présentations. Moi, c'est Alicia Bachelet. J'ai eu l'occasion aussi de mettre en place la FEST dans mon précédent emploi, dans une structure de l'insertion également. Je vous rejoins effectivement sur les résultats. Vraiment, on est arrivé aux mêmes constatations. Juste, nous, on a fait un constat supplémentaire que vous n'avez peut-être pas eu l'occasion de creuser aujourd'hui. C'est qu'on s'est rendu compte que parfois, c'était les apprenants, ce qu'on dit, voilà, il y a les sachants et les apprenants. C'était les apprenants, finalement,
qui était nouveau, qui apportait des procédures plus efficaces dans la réalisation de la tâche. Et il a fallu réfléchir à, en fait, comment remonter l'info. Parce que oui, je vous rejoins tout à fait sur le fait que le sachant doit pouvoir se taire. Au-delà de ça, il doit pouvoir être en écoute active et lui-même questionner le fait que là, peut-être qu'il est sur une situation plus efficace, plus efficiente. Est-ce que c'est des choses que vous avez constatées et est-ce que c'est des choses que vous allez processer pour que ça puisse remonter aussi sur l'état de l'art Voilà. Je vous passe le micro si vous voulez répondre. Moi, je vais apporter un point complémentaire pour rebondir sur ce qui vient d'être dit. Alors, c'était pas dans le cadre d'une feste, mais on a observé un salarié travailler. Et je ne sais pas si vous savez, mais un peintre en bâtiment, quand il travaille en position basse, il doit travailler à genoux. Et en fait, on s'est rendu compte qu'un des peintres qu'on avait travaillait assis. Et on lui a demandé pourquoi. Donc on était en écoute et on a découvert qu'il avait une contrainte médicale liée, parce qu'il a 2 handicaps, il nous a parlé que d'un seul handicap, on ne connaissait pas le deuxième. Et donc, on s'est rendu compte qu'il était assis parce qu'il avait un problème de genou et qu'il ne pouvait pas se mettre à genoux. Et donc, je reviens sur ce que vous avez dit, c'est un point fondamental. La feste, c'est de l'écoute. Et une entreprise va bien quand on s'écoute, quand le management, les sachants, l'encadrement écoute. C'est ce que tu as dit en permanence. Et complètement d'accord, il faut développer l'écoute. Et en fait, ça n'est que de l'écoute, la feste. L'écoute et l'expression. C'est-à-dire que pour pouvoir écouter, il faut que la personne soit en situation d'expression. Mais complètement d'accord qu'il faut le faire. Merci. Une autre question éventuelle? Oui. Catalio, c'était avec un K, il paraît que j'ai dit. C'est incroyable. Merci. J'ai apprécié la présentation de vos interventions respectives. Je voudrais vous poser une question d'ordre général. La dynamique d'emploi sur les Hauts-de-France et de façon plus générale sur des régions plus éloignées au travers de la situation économique de notre pays qui se dégrade, en particulier avec ce qu'on a appris hier dans le domaine de la grande distribution sur Saint-Étienne avec la grande entreprise de distribution qui va être reprise, je crois, par Auchan. Est-ce que vous interviendrez dans la formation de ces salariés qui sont dans un contexte de crise et plus proche de nous? Il y a eu la Redoute il y a quelques mois. Comment prendront en compte ces problèmes d'emploi au travers du zéro chômeur? Parce que je crois que certains d'entre vous sont investis dans la politique d'emploi de la métropole européenne de Lille. J'habite dans un quartier de la politique de la ville. Tous les matins, je vois des jeunes qui préfèrent faire autre chose que travailler. Est-ce que vous intervenez aussi dans ce contexte dégradé dans certains quartiers? D'un côté, Sciences Po, à côté, la fac de droit, et puis juste à côté, des jeunes qui ont d'autres activités sur lesquelles je ne reviendrai pas, vous les connaissez. Alors, je veux bien répondre un seul mot, mais parce qu'on s'écarte un peu du sujet à Fest Inclusion. Mais effectivement, la Fabrique de l'Emploi est engagée dans le projet Territoire zéro chômeur de longue durée. Ce projet reste une expérimentation jusqu'à 2026 et ne se met en œuvre que dans des territoires habilités et des territoires qui sont géographiquement très délimités. Nous concernant, je vous l'ai dit, on est à Los, quartier des Oliveaux, et à Tourcoing, quartier des Falampins. Ce dont je peux témoigner, c'est que la manière de créer les emplois et d'embaucher du projet Territoire zéro chômeur de longue durée, et donc les salariés qui sont intégrés dans les entreprises à but d'emploi, recouvre toutes les réalités de l'exclusion du marché du travail. Il y a les jeunes qui ne sont pas formés et qui veulent travailler, en fait. En réalité, ils veulent, mais ils ne trouvent pas. Il y a les femmes de 40 ans qui n'ont jamais travaillé, qui n'ont jamais eu d'emploi. Mais elles ont travaillé. Et sauf que quand on a 40 ans, les enfants ne sont plus là et qu'on veut chercher un emploi, alors qu'on n'a pas eu d'emploi avant,
et qu'on est peu qualifié, on n'en trouve pas. On a les salariés licenciés de l'industrie du textile ou de la métallurgie en particulier, mais pas que, qui ont 50, 52, 55, 57 ans, qui ne retrouvent plus. Voilà, donc on a et quelques typologies comme ça, mais on a bien toutes les diversités, les typologies de facteurs d'exclusion du marché de l'emploi. Et donc les personnes qui perdront leur emploi suite à la fermeture des grandes enseignes, mais aussi de l'industrie, mais aussi de tout un tas d'autres activités, et pour lesquelles intégrer des activités de service, ça sera compliqué. Pas parce qu'ils ne peuvent pas, parce que les activités ne veulent pas d'eux. En tout cas, on les retrouve chez eux. Et juste pour refaire le lien, il se trouve que la FEST, et en tout cas telle qu'on l'organise chez nous, et je le disais avec un accent et un parti pris très fort sur l'analyse collective de l'activité, en laissant une place à chacun, c'est une des réponses, ou en tout cas, nous, on constate que ça peut aider. On verra dans le temps, mais encore une fois, on verra dans le temps, mais ça peut aider. Anaëlle, Émilie, Guylain, Jacques-Emmanuel, un grand merci pour vos témoignages. C'était vraiment intéressant de mon point de vue. Je propose de clore cette conférence à FEST. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur le bouton j'aime ou laissez-nous un commentaire. Et pour ne rien manquer des actualités du C2RP, suivez-nous sur LinkedIn.